Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Deschenoguet et au nom de la revue Relations et du Centre Justice et Foi, ça me fait plaisir de vous recevoir ici ce soir et je vous souhaite la bienvenue à cette soirée lancement du dernier numéro de Relations qui porte sur le transhumanisme. J'animerai cette soirée en remplacement d'Augustin Nicolaou, qui est retourné dans sa Catalogne natale, où on peut le deviner, il ne manquera pas de défis dans les prochains mois. D'entrée de jeu, je vais donner la parole à Emiliano Arpin-Simonetti, qui est l'actuel secrétaire de rédaction de Relations et qui va vous présenter le dossier sur le transhumanisme et ce qui a amené l'équipe de Relations à réfléchir sur ce thème-là. Ça marche? Allô? Ça marche. Ça marche-tu, le... Oui? OK, vous m'entendez bien? Bonsoir. C'est ça, en fait, je vais juste vous présenter brièvement le dossier qu'on a choisi de faire qui s'appelle Le corps obsolète, l'idéologie transhumaniste en question, qui vient tout juste de sortir en kiosque. Nous, ça fait plusieurs années... ça griche. Ça fait quelques années déjà qu'à Relation, on s'intéresse à ces questions-là. On a abordé le transhumanisme un peu par la bande dans d'autres dossiers, entre autres en 2009 sur le dossier sur les technosciences, la boîte de Pandore, qui comportait un long article qui s'appelait Le transhumanisme ou le monde sans corps. Et puis, plus récemment, en 2015 aussi, Nicolas Le Devedec, qui est ici avec nous ce soir, a déjà collaboré à la revue sur ce sujet-là. Et puis, c'est ça, on a décidé de l'aborder de front dans un dossier complet, parce que dans le fond aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines des intuitions qu'on avait eues se sont confirmées un peu à mesure que les avancées dans le domaine des technosciences, puis dans le domaine biomédical, entre autres, se sont développées dans les dernières années, parfois même de manière exponentielle, pour prendre un terme à la mode, en particulier dans le domaine de l'informatique et l'intelligence artificielle, qui connaît une explosion, qui connaît une véritable explosion depuis une décennie, un peu à la faveur entre autres de l'économie des big data qui se développent. Donc, si ça pouvait sembler l'affaire d'une poignée d'illuminés il y a quelques années seulement, les technoprophètes ou les savants fous dont Jean-Claude Guilbeault parle dans le dossier, notre nouveau dossier, le courant transhumanisme, dans les faits, a gagné une grande influence au cours des dernières années. Puis, il y a maintenant d'importants think tanks qui sont associés et qui sont financés, entre autres, par des grandes multinationales comme Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft. Bon, bref, toutes ces entreprises qui ouvrent ou qui veulent ouvrir des bureaux ces temps-ci à Montréal pour profiter de notre expertise, de notre expertise en fait en matière d'intelligence artificielle. Puis, il y a aussi surtout des fonds publics très importants qui financent des recherches qui s'apparentent au transhumanisme sans nécessairement faire partie de la mouvance explicitement. Bon, je pense entre autres au domaine de la génétique, aux prothèses, implants, corps-machines, entre autres, etc. On a tous vu plus ou moins des innovations, des innovations poindre dans ces champs-là récemment. Et bref, ça se développe sans que la question, sans que les questions assez fondamentales sur les limites, sur ce qui devrait être fait ou ne devrait pas être fait, même si c'est techniquement possible de le faire, sans que ces questions-là se posent vraiment. Donc, dans une société néolibérale de la performance comme la nôtre, dans laquelle la marchandisation de tout, même du vivant, s'accélère, entre autres, à la faveur de tous les traités de libre-échange qu'on signe depuis les 30 dernières années. La porte est donc grande ouverte pour que les fantasmes d'amélioration puis d'augmentation du corps, dans une perspective ultime de dépassement de sa condition mortelle, c'est ça, la porte est grande ouverte à tous ces fantasmes-là. Et puis, c'est ça que comme le Nicolas Le Devedec va vous le présenter peut-être tout à l'heure et qui, en fait, l'aborde dans le dossier.
Ouais, c'est ça. Il mentionne entre autres que le lobby de l'immortalité est bien implanté aux États-Unis, au point même où il y avait un candidat qui, lors des dernières présidentielles, qui faisait concurrence à Hillary Clinton et Donald Trump pour le poste de président. Donc, ben voilà, l'horizon de l'immortalité, c'est peut-être un peu moins immédiat comme horizon, mais dans l'immédiat, ce qui est à nos portes, c'est aussi l'augmentation des corps et des cerveaux dans le but de les soumettre encore plus à l'exigence de productivité, à l'exigence du tout au travail tout le temps, et non pas d'émanciper les êtres humains grâce aux avancées technologiques, même si certaines de ces découvertes-là, dans le champ biomédical, entre autres, ont des effets bénéfiques ou prometteurs dans certains domaines précis. Donc, d'où le titre de la soirée qu'on vous propose ce soir, qui est le fantasme transhumaniste, amélioration ou aliénation. Parce qu'en fait, tous ces discours qui nous promettent un avenir libéré des défaillances du corps, qui sont nombreuses, comme on le sait tous, puis comme ce soir, on en fait l'expérience avec la chaleur qu'il fait. On aimerait ça qu'on ait un petit ventilateur intégré, peut-être, je sais pas. Mais bref, plus sérieusement, si on a des parents ou des proches qui vivent la maladie, on connaît tous les limites que nous impose le corps. Cela dit, c'est ça, le projet transhumaniste est d'abord mené par des forces du technocapitalisme, dans le but d'intégrer nos vies de manière de plus en plus inextricable à toute l'infrastructure technique du capitalisme. Puis on en est arrivé à un nouveau degré, au fond, un nouveau degré de ce que Marx désignait comme le mouvement du mort qui se saisit du vif pour sa propre production, hein, le mort étant le fruit du travail, mort, en fait, toute l'infrastructure, disons, pour dire rapidement, technique qui découle de la production. Donc, d'où la nécessité urgente de s'intéresser au dessein des transhumanistes et de poser à la démesure une réflexion qui est vraiment ancrée dans le vivant. Et puis, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce dossier, qui, j'espère, vous plaira si vous l'avez pas encore lu. Puis, avec cette soirée aussi qui vise à le complémenter puis à aller un peu plus en profondeur sur des aspects qui sont moins abordés dans les pages de la revue. Voilà, ben bonne soirée. Je vous laisse en compagnie de nos invités. Merci. Merci, Emiliano. Donc, nous allons discuter de toutes ces questions ce soir avec nos trois conférenciers que je vous présente dans l'ordre de présentation de leurs interventions. D'abord, tout au bout de la table, il y a Nicolas Ledevedec, professeur adjoint au département de management de HEC Montréal. Et c'est aussi l'auteur du livre « La société de l'amélioration, la perfectibilité humaine des lumières au transhumanisme » chez Libère en 2015. Nous avons ensuite Céline Lafontaine, professeure titulaire de sociologie à l'Université de Montréal, qui est auteure aussi du livre « Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie » aux éditions du Seuil, publié en 2014. Et vous le connaissez, Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations, auteur du livre Le désert et l'oasis, publié chez Nota Bene en 2016. Donc, comment ça va se dérouler notre soirée? Chacun va présenter une intervention de 20 minutes, après quoi on va prendre une petite pause pour revenir ensemble ensuite pour une période d'échange, de questions avec les panélistes. Voilà. Et sans plus tarder, pour leur donner le maximum de temps, je passe la parole à Nicolas Ledevedec qui va nous présenter plus en détail le transhumanisme en tant que mouvement et idéologie. Allô, c'est bon. Bonsoir à tous. Merci, tout d'abord, merci à l'équipe de Relations de m'avoir sollicité pour contribuer à ce numéro de Relations. Alors moi, je crois que les choses ont déjà été bien présentées dans le mot introductif. Je vais apporter quelques éléments de complément. En fait, mon article dans le numéro porte spécifiquement sur l'humain augmenté.
dans le milieu du travail. Là, je vais essayer de brosser un portrait un peu plus général autour du transhumanisme. Puis, ok, là c'est bon. Et donc, je vais aborder quelques enjeux sociaux soulevés par le mouvement transhumaniste. Alors, parce que tout le monde ne connaît pas justement ici forcément le mouvement et l'idéologie, qui sont ces acteurs, qu'est-ce qu'ils revendiquent, quelques mots. Transhumaniste, c'est donc un mouvement qui est né fin des années 80, début des années 90 au sein de la Silicon Valley. C'est un mouvement qui estime qu'il est non seulement possible, mais finalement désirable d'augmenter la condition humaine techniquement. Alors, l'objectif, c'est vrai, des transhumanistes, il est assez, on peut le résumer comme ça, c'est de transcender nos limites biologiques. L'idée ici, c'est pas de petites modifications qu'ils ambitionnent. L'idée, c'est justement de passer à un nouveau stade de l'évolution d'une certaine manière. Donc passer d'un stade de l'évolution naturelle à un stade qui serait entièrement maîtrisé grâce aux nouvelles technologies. Je vous ai mis une petite citation justement du philosophe Max More. Max More, c'est son surnom, qui résume bien finalement la philosophie générale du transhumanisme. Il dit « L'humanité est une étape provisoire sur le sentier de l'évolution. Nous ne sommes pas le zénith du développement de la nature. » Donc il y a vraiment cette idée dans le transhumanisme donc de dépasser l'humain biologiquement pour accéder à ce qu'ils appellent un stade post-humain. C'est-à-dire le stade d'un humain qui serait augmenté, amélioré, affranchi finalement de toutes les limites biologiques. L'association transhumaniste, j'ai mis en haut Humanity Plus. C'est aujourd'hui l'association la plus importante au niveau mondial. Elle revendique à peu près 6000 membres. Et j'y reviendrai, dont notamment des membres assez influents, en fait, entrepreneurs, philosophes. Alors, un peu plus en détail, donc l'idée des transhumanistes, c'est donc, on parle en anglais de Human Enhancement, d'augmentation humaine. L'idée, c'est en tous les cas, ici, donc d'améliorer l'être humain, l'ensemble de ses performances, aussi bien physiques, intellectuelles qu'émotionnelles. Notamment, quand on parle aussi d'améliorer les capacités physiques, c'est notamment créer un corps plus résistant, moins justement soumis aux maladies, mais aussi créer de nouveaux sens, améliorer l'acuité des sens. Il y a aussi toute la question de l'amélioration des capacités intellectuelles, la concentration notamment, et l'amélioration émotionnelle aussi. Récemment, il y a plusieurs chercheurs transhumanistes qui revendiquent la création finalement de médicaments de l'amour ou médicaments anti-amour. Ce seraient des médicaments finalement, médicaments de l'amour qui seraient destinés à réguler finalement nos relations amoureuses. Et médicaments anti-amour seraient au contraire des médicaments ici utilisés pour favoriser les ruptures quand elles sont jugées difficiles, notamment les transhumanistes associant l'amour à une forme d'addiction qu'on peut maîtriser justement par la pharmacologie. Alors je vous ai mis justement aussi une autre citation, je mets souvent des citations, mais ça montre bien un peu l'univers ici revendiqué par le mouvement. Donc là c'est une citation de Nick Bostrom, c'est vraiment une des figures phares du mouvement. Donc il dit « Pensez aux prières, aux jeûnes et à la discipline de fer auxquelles les gens se sont astreints au cours des siècles dans le but d'ennoblir leur personnalité. Bientôt il sera possible d'atteindre le même but et de manière plus absolue en prenant quotidiennement un simple mélange de comprimés. » Donc c'est vraiment magique ici. Petite image en passant aussi du film Limitless, c'est vraiment un film qui montre justement ici, c'est très exploité aujourd'hui par l'industrie du cinéma hollywoodien, cet imaginaire de l'humain augmenté. Donc il montre vraiment une personne ici qui va avoir recours à un médicament pour justement accroître sa créativité et qui d'un écrivain raté va devenir petit à petit une véritable star dans son domaine. Et puis je vous vends la fin du film qui finit par devenir président des États-Unis à la fin. Donc bref, on est vraiment dans le mythe ici du surhomme hollywoodien. Alors la revendication quand même ultime des transhumanistes, il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même l'idée aussi de maîtriser évidemment la procréation. Ils revendiquent ce qu'on appelle un eugénisme libéral, c'est-à-dire une forme on pourra décider des traits caractéristiques de nos enfants sous une forme qui ne serait pas imposée par l'État, mais librement consentie, choisie par les individus. Et à l'autre spectre finalement de la vie, il y a la mort, et repousser la mort.
tuer la mort, c'est finalement la revendication ici ultime du mouvement transhumaniste. Ce qui est particulier d'ailleurs, parce que vraiment ici, puis Céline l'a étudié, on voit que dans le transhumanisme, il y a tout un discours qui stigmatise justement la mort et le vieillissement qui sont apparentés finalement à des formes de maladies, des maladies qu'on pourrait simplement guérir pour atteindre un état, alors c'est pas d'immortalité mais d'ammortalité. L'idée c'est qu'on pourrait toujours mourir par choix, mais pas par vieillissement. Donc voilà, il y a plusieurs aussi chercheurs en ce sens, dont notamment Aubrey de Grey qui affirme que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Alors, ça peut paraître effectivement un petit peu farfelu, puis certaines idées prêtent des fois à sourire dans le mouvement transhumaniste. Il faut voir que c'est quand même un mouvement assez influent. Il y a plusieurs acteurs au sein du mouvement qui ont des positions de pouvoir relativement importantes. C'est une nébuleuse d'acteurs, le transhumanisme. Il y a des philosophes, des bioéthiciens, des ingénieurs, des entrepreneurs de plus en plus, mais aussi de nombreux membres de la société civile qui appartiennent à des associations dans plusieurs pays qui ont essaimé depuis plusieurs années. Donc il y a des chercheurs de renom, un ensemble d'associations, de think tanks aussi vraiment qui propagent les idées transhumanistes. À gauche, je vous ai mis donc, je m'en ai donné une citation tout à l'heure de Nick Bostrom. Nick Bostrom, il est diplômé de la London School of Economics et il siège dans plusieurs comités de bioéthique, donc il a un certain poids, ses décisions aussi, il cherche à influencer de l'intérieur. À droite, on a Ray Kurzweil, c'est aussi, alors il n'est pas affilié là directement au transhumanisme, mais c'est clairement une figure transhumaniste, des figures même les plus connues. C'est un ingénieur en fait, pas mal de génie, c'est à lui d'ailleurs qu'on doit l'invention du synthétiseur. Puis Ray Kurzweil, en fait, il a créé notamment l'université de la singularité. C'est une université justement qui vise à former en gros l'élite de demain aux idéaux de l'humain augmenté. Donc à former toute une génération d'entrepreneurs. Et l'université de la singularité, il y a plusieurs antennes qui ont été créées en dehors des États-Unis récemment, notamment en France. Ray Kurzweil aussi, il a été embauché, il travaille également pour la DARPA, pour l'armée américaine. Donc on sait qu'ici, l'humain augmenté, le milieu militaire, c'est un des milieux vraiment importants, un des grands laboratoires finalement de l'humain augmenté. Et puis aussi, à partir de 2012, Ray Kurzweil, il a été recruté par la firme Google comme conseiller justement sur les questions liées au repoussement aussi de la mort. Alors ça m'amène justement à toute cette question aussi économique, aussi derrière le transhumanisme. Il y a toute une industrie, c'est ça qu'il faut voir aussi derrière le transhumanisme, une industrie montante de l'humain augmenté, à travers l'émergence d'une multitude de start-up qui capitalisent sur un ensemble de promesses autour de l'humain augmenté. Alors je vous ai mis le cas ici récemment, c'était en 2016, la création de la start-up de l'entreprise Neuralink, de l'entrepreneur Elon Musk. Donc Neuralink, c'est une entreprise qui vise finalement à développer notamment des implants cérébraux, puis à créer en fait une forme de connexion de plus en plus étroite entre l'humain et la machine. Évidemment, j'ai mis à droite ici Google qui est vraiment aujourd'hui un des fers de lance du transhumanisme. Les créateurs de Google sont vraiment des transhumanistes convaincus et ils investissent massivement depuis quand même maintenant plusieurs années dans les sciences du vivant et notamment sur les recherches pour repousser les limites de la vie et vaincre la mort. Il y a toute une firme chez Google consacrée à cette question de la lutte contre le vieillissement qui s'appelle Calico et donc dans lesquelles Google a investi justement pour ses recherches de repoussement du vieillissement. Donc on voit qu'ici, de ce point de vue, c'est quand même un mouvement à prendre au sérieux. Aussi dans le mot introductif, ça a été souligné, puis on m'a vendu un petit peu ma surprise. Mais effectivement, le transhumanisme aussi s'exporte en politique depuis quelques années. Il y a plusieurs partis politiques. Tout récemment, il y a un parti qui a été créé en Allemagne. Il y a aussi deux représentants politiques, deux petits partis politiques en Angleterre. Et donc effectivement, on a le parti aussi américain ici, le parti transhumaniste créé par Zoltan Istvan, qui est un écrivain à la base et qui s'est lancé donc dans la campagne présidentielle de 2016. Son objectif, c'était pas tout à fait d'accéder au pouvoir. Il était assez lucide sur son propre compte, même si on a vu que tout était possible depuis.
Malgré tout, il a vagabondé au sein du territoire des États-Unis pour finalement propager les idéaux transhumanistes et puis justement les diffuser auprès de la population américaine. Alors donc c'est un mouvement, on le voit, qui est quand même relativement à prendre au sérieux. En même temps, je pense qu'il faut prendre aussi beaucoup de recul sur beaucoup d'effets d'annonce dans le mouvement. Donc là, je vais vous présenter quelques éléments aussi d'analyse. Puis notamment, des points aussi importants, c'est de voir, je crois, finalement, le transhumanisme, c'est aussi le produit de transformations en fait, socio-historiques qui sont plus profondes et sur lesquelles, ici, moi, c'est des recherches que j'ai menées, mais aussi avec justement Céline, à qui je dois beaucoup, parce que j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur le transhumanisme d'un point de vue socio-historique. Il faudra que le transhumanisme s'ancre quand même dans des modifications donc, historiques qui datent pas d'il y a 2-3 ans. Le sociologue, notamment anglophone, Nicholas Rose, parle de l'avènement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il appelle une nouvelle forme de biopouvoir, politique de la vie. C'est une nouvelle forme d'instrumentalisation de la vie. En fait, il montre que, notamment à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la santé, la quête de la vie, en fait, va devenir une valeur ici centrale dans les sociétés occidentales. Notre sociologue Karine Knorr-Cetina parle justement de l'avènement d'une culture de la vie qui va progressivement s'installer. Au détriment, elle montre, d'une culture sociale et politique qui était portée notamment à travers les idéaux des Lumières, de l'humanisme des Lumières. Je vais y revenir juste après. Donc c'est vraiment cette idée qui est ici essentielle à mon sens, c'est qu'il y a vraiment un basculement qui s'est opéré depuis quand même de nombreuses décennies, où on n'est plus dans l'idée de changer le monde ou d'améliorer nos conditions de vie sociale, mais on est dans l'idée de changer la vie, de modifier, d'optimiser la vie en soi. Et de ce point de vue, le transhumanisme, c'est vraiment aujourd'hui une manifestation extrême de ce basculement historique. J'ai mis aussi le cas d'une citation ici de l'Organisation mondiale de la santé en 1947 qui redéfinissait la santé de cette manière comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on n'est vraiment plus dans la perspective ici simplement de soigner, mais déjà dans une médecine qui se revendique d'une médecine d'amélioration qui prend en charge de plus en plus le bien-être et l'ensemble des conditions de vie sociales des êtres humains. C'est ce que notamment le philosophe Michel Foucault appelait l'extension du domaine ici de la médicalisation au sein des sociétés occidentales. Alors, le transhumanisme, c'est un peu la manifestation aujourd'hui extrême de cette transformation. C'est ce que je reprends encore une citation de la sociologue Karine Knorr-Cetina. Elle dit: ce qui est devenu pensable aujourd'hui dans une rupture par rapport aux idéaux des Lumières, ce n'est pas la perfectibilité de la société par des moyens sociétaux, mais la perfectibilité de la vie. On est avec le transhumanisme, il y a un abandon de la question politique. On n'est plus dans l'idée de changer le monde politiquement le monde. On est toujours dans l'idée, au contraire, de s'améliorer soi-même, de changer soi-même pour s'adapter aux conditions de vie sociales telles qu'elles sont. En l'occurrence, les conditions de vie, j'y reviendrai, du système aussi capitaliste. On le voit bien, dans le transhumanisme, l'idée de perfectibilité, c'est une perfectibilité qui se réduit à celle de l'individu et à celle de la maximisation de ses performances individuelles et techniques. Il n'est jamais véritablement question d'un projet de société, d'une amélioration de nos conditions de vie sociales et politiques. Alors c'est une rupture importante historiquement à l'égard de l'humanisme des Lumières, je le soulignais. Je vous ai repris ici quelques éléments, mais dans l'humanisme des Lumières, la quête de perfectibilité humaine, elle est vraiment centrale, elle est vraiment très importante. Elle a une double dimension. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit en petit, mais chez les Lumières, il y a une dimension, effectivement, il y a une quête, évidemment, technoscientifique de maîtrise de la nature, y compris de la nature humaine, du corps humain. Deux citations, celle de Francis Bacon, donc vraiment, là on est dans les révolutions scientifiques du XVIIe siècle, qui écrivait à la fin de son Utopie de la Nouvelle Atlantide: prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, retarder le vieillissement, guérir des maladies réputées incurables, amoindrir la douleur, etc. Donc on voit que ce sont des idéaux qu'on retrouve aujourd'hui exprimés dans le transhumanisme qui ont des racines aussi profondes dans la modernité occidentale. La même chose chez Condorcet un siècle plus tard.
Il dit « Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet d'accidents extraordinaires ?» Il y avait déjà cette ambition, on le voit, donc de repousser les limites de la vie et du vieillissement. Déjà 5 minutes, ça passe très vite. Alors, en même temps, il y avait chez les Lumières une dimension plus fondamentale qui était donc une dimension politique. Je reviens ici notamment à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. C'est à Rousseau qu'on doit l'invention du terme perfectibilité humaine. Et chez Rousseau, l'idée de perfectibilité, c'est loin de se réduire à une quête de maîtrise scientifique technique de la nature. Ça a une signification sociale et politique beaucoup plus fondamentale. C'est celle d'améliorer nos conditions de vie sociales. Le terme perfectibilité, il apparaît dans un discours qui est resté célèbre, et c'est pas anodin. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et dans ce discours, finalement, Rousseau, il invente la notion de perfectibilité pour montrer que l'être humain, c'est un être d'une certaine manière plastique, ou du moins où la société dans laquelle il vit, c'est une création humaine. C'est non pas le produit de la nature ou de Dieu, c'est une création humaine sur laquelle les êtres humains ont la possibilité d'agir. Et donc, ils ont la possibilité de la changer. Donc, il y a vraiment cette idée chez Rousseau qu'on peut changer la société, on peut, et non pas justement d'être dans une logique d'adaptation, on peut remettre en question de manière réflexive nos conditions de vie sociale. Donc la quête ici de perfectibilité, elle est profondément politique, et je dirais que c'est un peu le ferment de l'idéal démocratique aussi, en tant que tel. Dans le transhumanisme, je dirais qu'il y a l'oubli ici complet justement de cette dimension sociale et politique qu'on retrouvait dans l'humanisme des Lumières. Au contraire, dans le transhumanisme, c'est jamais notre environnement social, notre système tel qu'il est, qui est remis en question. C'est toujours l'être humain. En fait, c'est toujours le corps humain, la vie humaine qui sont d'une certaine manière stigmatisées, qui sont vues comme problématiques. Alors un exemple ici vraiment paradigmatique, c'est encore une citation de Max More, qui est un des premiers ici transhumanistes. Il se base vraiment sur une critique vraiment de la nature humaine. Il écrit en fait une lettre à Mère Nature. Il dit: Mère Nature, sans aucun doute, tu as consacré le meilleur de tes forces, mais sans vouloir te manquer de respect concernant la constitution humaine, tu n'as pas toujours bien travaillé. Tu nous as fait vulnérables aux maladies et aux blessures. Tu nous obliges à vieillir, à mourir, juste au moment où nous commençons à atteindre la sagesse. Tu nous as équipés d'une mémoire limitée, de très peu de capacité de contrôle. Ce que tu as créé est magnifique, mais pourtant profondément déficient. Et c'est ça qu'on retrouve à la base du transhumanisme, ce que j'appelle une anthropologie de la déficience. C'est toujours l'humain en tant que tel, le corps humain, la vie, qui sont vus comme des problèmes qu'il s'agit de régler. Ça nous amène à donc une logique, je terminerai sur ces points, de l'adaptation. C'est le discours clé dans le transhumanisme, c'est toujours s'adapter. Je vous ai mis un exemple ici d'un ouvrage de Persson et Savulescu, qui sont aussi deux autres figures du transhumanisme, qui disent qu'aujourd'hui, on est effectivement confronté à des problèmes sociaux, même écologiques, à une échelle globale, mais jamais ils remettent en question, finalement, notre système économique, politique tel qu'il est. Jamais ils remettent en question des normes telles que la croissance indéfinie, le développement indéfini. Au contraire, ils vont incriminer un sens moral, biologique, humain, archaïque. Selon eux, le gros problème, c'est que finalement, on a un sens moral qui date de la préhistoire et qui n'est pas du tout adapté à nos nouvelles conditions sociales et économiques. Donc leur solution, elle n'est pas du tout évidemment politique, elle est au contraire assez typiquement transhumaniste comme raisonnement. La solution, elle est toujours celle technique, biotechnologique. En l'occurrence, ils proposent notamment de créer des médicaments pour améliorer l'empathie, le sens social des êtres humains, pour être à la hauteur des défis sociaux contemporains. Alors, donc voilà, je vais peut-être conclure sur ce point. C'était vraiment cette idée ici, puis on aura l'occasion d'en discuter un peu plus, je pense, durant les questions, mais aussi tout le lien au capitalisme, et notamment aujourd'hui, je dirais, l'humain augmenté, l'humain exploité dans les milieux de travail avec les technologies d'augmentation, qui sont à mon sens des enjeux sociaux très concrets, qui se posent bien au-delà des délires transhumanistes. Donc voilà, merci, puis je cède la parole à Céline.
Alors, merci Nicolas de nous avoir éclairé sur cette question du transhumanisme comme idéologie avec ses acteurs aussi spécifiques. Ce qui nous amène à l'intervention de Céline Lafontaine qui va nous montrer comment le transhumanisme est bel et bien en acte aujourd'hui, notamment dans les grands projets de recherche en bioéconomie qui sont orientés sur les technosciences où une même logique y est déployée sans que ça soit nécessairement nommé comme un transhumanisme. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne? Non? On m'entend pas? Ça va? Oui, bonsoir. Avant de commencer, je veux remercier toute l'équipe de relations, spécialement Jean-Claude Ravet pour son travail, puis dire aussi publiquement tout le respect que j'ai pour cette revue qui m'a sollicité plusieurs fois, mais malheureusement, mon temps fait en sorte que... Bref, je suis très contente d'être ici ce soir. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu prendre à rebours la question du transhumanisme. Comment ça fonctionne? Ah, c'est ici. Bon, OK. Donc, c'est-à-dire que de plus en plus, surtout en France, je me suis aperçue que les débats autour de la question du transhumanisme, finalement, faisaient en sorte de polariser les enjeux et aussi, en bioéthique, on l'utilise beaucoup, une espèce de... c'est-à-dire que le transhumanisme devient une espèce de mal absolu contre lequel il faut se battre ou au contraire une espèce d'utopie à laquelle on peut adhérer. À mon sens, la question qui, moi, m'intéresse, c'est le transhumanisme, pour moi, il est plutôt le symptôme, hein, c'est-à-dire les conditions de possibilité de l'apparition du transhumanisme comme discours recevable, comme discours avec, comme Nicolas l'a démontré, très organisé aussi, avec des institutions, évidemment, au cœur d'un certain capitalisme. Mais, à mon sens, les questions que soulève le transhumanisme sont beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes, beaucoup plus complexes et touche finalement chacun et chacune d'entre nous dans la définition même de ce qu'est un être humain. Et ça, depuis plusieurs années, mais au moins canalisé à travers le projet, justement, d'améliorer, comme Nicolas l'a bien montré, après la Deuxième Guerre mondiale, l'OMS qui fait de la santé un droit fondamental. Et ce droit fondamental est lié, il faut toujours se mettre dans le contexte de l'Holocauste, est lié avec la volonté hein, de construire un monde où un état complet de bien-être physique, psychologique et moral pourra être atteint. Donc, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre justement depuis les années 80, parce que le transhumanisme, Nicolas y a fait un peu référence, qui est né comme mouvement en tant que tel à la fin des années 80, est indissociable d'un autre mouvement beaucoup plus important et beaucoup plus large qui s'appelle le néolibéralisme et qui s'inscrit à travers toute une transformation de l'économie et de notre rapport au monde. Et pour moi, le nœud, en tout cas pour comprendre les enjeux actuels, parce qu'évidemment, le transhumanisme sous-tend aussi toutes les technologies d'information, mais de façon plus poussée, c'est vraiment cette question de l'économie du vivant et pour montrer à quel point on n'est pas dans des institutions ou dans des groupes ésotérique, on est vraiment dans quelque chose de fondamental et de large. L'OCDE, en 2009, a publié un rapport qui s'appelle « La bioéconomie Horizon 2030 », qui est justement un programme qui finalement ne fait que mettre en ligne ce qui est déjà présent depuis les années 80 dans les politiques des sciences de la vie partout en Occident et aussi en Asie, c'est-à-dire une volonté de transformer l'entièreté du vivant, de l'utiliser comme plus-value économique, c'est-à-dire que les processus vivants, les gènes, les cellules, évidemment en agriculture c'est clair, et du côté de la médecine, mais aussi du côté de l'industriel avec la biologie synthétique, deviennent la source d'une nouvelle plus-value. Donc, c'est ce qui va permettre de poursuivre la croissance. Parce qu'il faut comprendre que le contexte dans lequel on est, c'est un contexte qui, à partir des années 80, il y a eu la crise du pétrole aux États-Unis, qui a fait en sorte que on a commencé à voir les limites environnementales, les limites
du modèle de croissance qui reposait sur le carbone. Et la réponse à cette limite-là de la part des autorités américaines, ça a été justement de valoriser la recherche sur le vivant, notamment la génétique, afin justement de court-circuiter, parce que le vivant, c'est un processus négantropique, c'est un processus qui permet de combattre ultimement la mort et la décroissance. Donc, les processus biologiques détournés sont devenus la source de nouvelles plus-values. Ce que je dis souvent à mes étudiants, le plus simple, c'est les OGM. Hein? Donc, on a transformé des organismes, on les a modifiés génétiquement pour les adapter à une nouvelle économie avec soit des valeurs de productivité, soit pour contrer des effets sur l'environnement, notamment les pesticides. Donc, la bioéconomie, c'est vraiment la transformation de l'ensemble des processus vivants en plus-value. Donc, la source de la plus-value, la source du capital va être dans ces processus biologiques qui sont évidemment renouvelables et qui nous permettent de pouvoir modifier les corps, mais aussi modifier l'ensemble du vivant. Donc, se mettre en place, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bioéconomie du corps humain. Le sang, évidemment, l'historique est beaucoup plus long, mais le sang, d'ailleurs, qui commence à être privatisé au Canada, le commerce de l'organe, des cellules, j'ai plutôt travaillé sur la question des cellules souches, les tissus, les gamètes, les embryons. Donc, le corps humain est déjà, en tant que processus biologique, déjà au cœur d'un immense marché et ça ne fait qu'augmenter. Les fondements juridiques, ça c'est important parce que finalement, la bioéconomie, ce que j'essaie de vous donner en ce moment, c'est des bases pour à partir duquel on peut penser les effets du transhumanisme ou l'origine du transhumanisme. Et donc, les fondements juridiques de la bioéconomie, c'est le Bayh-Dole Act. Hein, c'est en 1980, deux sénateurs américains qui ont permis, et ça c'est vraiment important dans toute l'histoire de l'économie du savoir, qui ont permis justement la privatisation par le biais du brevet de recherche faite à même les fonds publics. Donc, cette possibilité de breveter les recherches faites à même les fonds publics a mis en place une économie du savoir, une économie de l'innovation, notamment dans les sciences de la vie, qui va faire justement de ce mot innovation que vous entendez tous les jours, à chaque jour dans chaque saut, le fondement d'une nouvelle politique de la croissance économique. Et l'enjeu, c'est vraiment cette possibilité de manipuler le vivant. Et deuxième base juridique de la bioéconomie, c'est l'arrêt d'Arman Charkaoui qui a permis justement le brevetage d'une première bactérie qui avait pour fonction, qui a été modifiée génétiquement, qui avait pour fonction de pouvoir assimiler le pétrole dans le cas de marée noire. Donc, on est encore là dans une réponse à la crise environnementale. Donc, la bioéconomie, sa caractéristique, c'est une économie de la promesse. Et c'est une double promesse. Promesse de croissance. Hein, regardez la politique qui vient de sortir en août du gouvernement libéral sur les sciences de la vie, qui est un ode au néolibéralisme, où ce qu'on propose comme horizon de la recherche, c'est de baisser les impôts pour les startups. Donc, la course à l'innovation et au brevetage donne lieu à une économie de la promesse, donc la promesse économique, la promesse on investit énormément dans les sciences de la vie avec cette idée justement que ça va nous permettre de maintenir la croissance, de créer des emplois et que ça nous permet aussi d'être dans un développement durable puisque le vivant est renouvelable. Et une seconde promesse qui, elle, est beaucoup plus profonde au niveau anthropologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à vouloir atteindre l'immortalité, vaincre la maladie, combattre les faiblesses humaines. Et donc, cette double promesse, à la fois économique, à la fois une promesse d'une santé parfaite et d'un corps parfait, évidemment, alimente tout le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le biocapitalisme et qui est à l'échelle internationale et qui crée des inégalités sociales à l'échelle internationale, notamment entre les pays du Sud et du Nord. Donc, l'économie de la promesse, évidemment, elle court-circuite le transhumanisme lui-même parce que là, on a Calico, qui est l'entreprise fondée par Google avec l'idée justement de vaincre le vieillissement. Ça, c'est un des enjeux majeurs du capital actuellement. C'est la lutte contre le vieillissement, le plan Alzheimer en France dans les années 2000. C'est vraiment cette volonté de vaincre le vieillissement puisque le vieillissement est devenu pour les sociétés occidentales un facteur perçu comme un facteur de décroissance économique.
Donc, la biocitoyenneté, c'est un autre concept. Une fois la bioéconomie, c'est le contexte dans lequel on est actuellement. Et pour essayer de comprendre à quel point ça touche chacun et chacune dans notre représentation de nous-mêmes, dans notre représentation du monde, et à quel point on est affecté par ces changements-là, il y a un concept qui s'appelle biocitoyenneté. Encore là, je fais référence à ce que Nicolas vient de dire, c'est-à-dire en 1946, la santé qui est définie comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si on se place dans le contexte de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est vraiment une réponse à l'Holocauste. Hein, c'est le peu de positif qu'il y avait dans l'histoire, c'est concentré sur le corps et cette possibilité justement d'affirmer la vie face à l'hécatombe totale. Et dans ce contexte-là, le sens de la définition n'est pas du tout le même que dans le contexte contemporain où, si vous le lisez bien, hein, absence complète de bien-être physique, mental et social. Est-ce que quelqu'un ici peut se dire, dans une posture, d'avoir une absence complète de bien-être physique, mental et social? Hein, donc, par définition, on est tous dans une logique d'amélioration, dans une recherche d'un bien-être qui est, par définition, illimité, une fois sorti du contexte de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, je vais passer plus vite sur cette question-là parce que Nicolas l'a déjà traité, mais à partir des années 80, justement, avec le développement des sciences de la vie, notamment la biologie moléculaire et le génie génétique, on assiste à ce que Nicholas Rouse appelle la molécularisation de la culture, c'est-à-dire que de plus en plus, la question des gènes va prendre une dimension importante et aujourd'hui, évidemment, on n'est plus dans un gène et une protéine, on sait très bien que c'est complexe, mais on est dans une volonté de cartographier les gènes dans une politique de contrôle des risques qui est à la base justement de cette bioéconomie néolibérale. Un autre concept que j'utilise pour essayer de comprendre le monde, la société contemporaine, je l'emprunte à Adele Clark, c'est celui de biocitoyenneté et évidemment, celui de biomédicalisation. La biomédicalisation, c'est un grand concept pour décrire des processus qui sont en cours et qui sont interreliés. Et ça forme la trame de fond, ça tisse la trame de fond dans laquelle on évolue quotidiennement chaque jour. Donc, le premier processus, ça correspond justement à ce que je viens de décrire, c'est-à-dire la transformation depuis les années 80 des modes de recherche, des politiques d'innovation et le lien de plus en plus étroit, évidemment, avec la pharmaceutique, mais aussi avec les laboratoires de biotechnologie et comment, justement, l'université, la recherche et le médical sont de plus en plus interreliés et comment les nouvelles technologies médicales sont intégrées au système de santé de façon rapide par le biais justement d'un immense marché globalisé. Donc ça, c'est vraiment finalement le contexte de la bioéconomie. Le second processus touche de plus en plus justement à une transformation de la santé avec cette idée d'une santé centrée sur l'individu. On n'est plus du tout dans le concept de santé publique et où le diagnostic, la surveillance, le calcul des risques devient de plus en plus prenant. Et ce calcul de risque zéro, le risque zéro n'existant pas, on est toujours dans une logique de surveillance, de diagnostic et se déploie en ce moment toutes sortes de tests. Je pense à la compagnie 23andMe aux États-Unis qui offre des espèces de cartographie du génome avec pour donner les risques de certaines maladies aux individus et qu'on peut commander par Internet à partir de la salive. Et donc, il y a toute une culture du risque qui est vraiment présente, qu'on voit partout dans notre société. Une grande partie des médicaments qu'on prend sont des médicaments pour prévenir des maladies. Donc, on est vraiment dans cette culture du risque, d'une centration sur soi et d'un contrôle. Le troisième processus renvoie évidemment à l'organisation grandissante dans l'organisation médicale de l'informatique. Hein, ça, c'est vraiment le fait qu'on est de plus en plus dans une culture d'innovation technoscientifique. De plus en plus, les outils de dépistage vont avant même le déclenchement d'une maladie. Donc là, c'est toutes les problématiques qu'on voit, par exemple, sur le cancer du sein. Si on doit traiter
ceux qui ont des susceptibilités génétiques fortes, est-ce qu'on doit les traiter avant même l'apparition de la maladie? Donc, on est dans une logique de contrôle et de plus en plus, c'est la technoscience, c'est les outils technologiques qui nous permettent parce que là, on commence à voir apparaître les problèmes en santé, c'est-à-dire le surdiagnostic et des problèmes liés au fait de technologies high-tech qui sont mal adaptées à des systèmes de santé publique. Un autre élément de ce processus de biomédicalisation, c'est la démocratisation et la déprofessionnalisation du monde médical. De plus en plus, à travers les réseaux Internet, Doctorissimo, il y a plein de sites où vous allez consulter pour la santé, où vous allez retrouver toutes sortes d'articles scientifiques qu'on peut plus ou moins bien comprendre et analyser, mais les patients arrivent devant les médecins, et ça, j'ai vraiment, le nombre d'entretiens que j'ai fait sur ces questions-là, ils arrivent devant les médecins et revendiquent un traitement qui n'existe pas, par exemple, au Québec, ou qui n'est pas encore homologué, et donc, de plus en plus, le médecin perd de son autorité au profit d'une espèce de consumérisme lié à une démocratisation, à une déprofessionnalisation. Donc, l'autodiagnostic devient important. Regardez sur Internet les autodiagnostics. Allez voir les autodiagnostics pour comment on appelle ça, le TDAH. C'est difficile de ne pas être soi-même TDAH avec des grandes catégories comme ça. Et évidemment, c'est un effet sur le système de santé. C'est un effet sur notre propre contrôle de soi-même et sur la demande qu'on a face aux institutions. Le cinquième processus correspond, et c'est celui qui m'intéresse le plus et qui coupe évidemment la question du transhumanisme, c'est l'émergence de nouvelles représentations du corps et de l'individualité qui vont être de plus en plus centrées sur une logique identitaire liée à une bios 20, c'est-à-dire qu'on va apparaître des groupes de patients qui vont militer dans le but de faire reconnaître une maladie, une condition, tout ce qui touche l'aide médicale à mourir, tout ce qui a touché évidemment les technologies de reproduction et c'est un des grands moteurs du biocapital. Et donc cette transformation et cette logique identitaire à l'œuvre dans la BIOS 20 fait en sorte que de plus en plus, de façon individualisée ou en petits groupes, le lieu du social et le lieu du politique se canalisent sur la possibilité ou non de pouvoir améliorer sa condition biologique, et fondée sur cette idée d'une condition corporelle qu'on pourrait modifier, sur laquelle on pourrait évidemment intervenir. Oh mon Dieu! Donc, toutes ces questions-là reposent évidemment nous ramènent à un concept très, très simple qui est celui de Gary Becker, le capital humain. Gary Becker, prix Nobel d'économie, qui parlait justement de capital humain. Et dans le capital humain, la dimension santé devient de plus en plus importante. Donc, le corps comme élément, comme un capital individuel sur lequel on doit investir. Et ce capital individuel sur lequel on doit investir devient l'enjeu dans nos sociétés de toute une redéfinition du rapport à la santé, d'une redéfinition des rapports humains. Évidemment, on le voit dans le système de santé, c'est la privatisation grand P, mais c'est aussi, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de la bioassurance où on offre aux gens de pouvoir congeler les cellules souches de sang de cordon sans aucune étude scientifique sérieuse qui prouve que les cellules de sang de cordon pourraient être utilisées en médecine régénératrice. Pour l'instant, elles ne sont utilisées que pour le traitement de la leucémie et dans le cas de cellules allogènes, c'est-à-dire justement dans le cas d'un don et de greffe qui viennent de donneurs extérieurs. Et donc là, on détourne une ressource biologique qui est utilisée en médecine, sur le traitement de la leucémie chez les enfants. Et là, on privatise avec cette idée justement qu'on va investir dans son futur, dans le futur de ses enfants, dans le futur de sa famille. Et là, on voit à l'œuvre justement tout un nouveau rapport au corps comme capital, comme investissement à faire sur sa propre vitalité. Dans cette logique de corps comme capital, se nourrit un immense, mais vraiment immense marché du tourisme médical. Vous savez, au Québec, il y a
plusieurs patients atteints du cancer du pancréas et du foie qui se rendent en Allemagne pour un traitement qui n'est pas homologué au Canada et qui, évidemment, ce sont des gens très malades. Donc, c'est des gens qui, par cette économie de la promesse, peuvent investir ou veulent investir dans leur santé, mais au détriment de très grandes souffrances, parce que la plupart des gens qui s'y sont rendus, bien évidemment, ne sont plus là parce que si c'était un vrai miracle, ça serait connu au Canada. Et donc, il y a toute cette économie du tourisme médical qui se met en place, avec évidemment un tourisme qui est celui de la recherche expérimentale, parce que cette économie de la promesse fait en sorte que cellules souches, bon, je sors d'un terrain en bioimpression où on imprime de la peau humaine, on essaie d'imprimer des organes, et de plus en plus, sur le terrain, ce que je vous dis, c'est pas abstrait, là, sur le terrain, il y a des gens qui appellent dans la start-up, ça marche pas du tout pour l'instant, hein. On est vraiment on est vraiment presque de l'ordre du fondamental, parce que on n'a rien comme produit. On a déjà des patients qui appellent pour avoir des tissus de la peau, alors que c'est incommensurable entre la clinique et l'état de la recherche. Mais les gens, de plus en plus, dans cette économie du corps comme capital, veulent eux-mêmes devenir expérimenter la recherche. La croyance dans cette possibilité d'améliorer son existence est tellement forte qu'on veut expérimenter. Et là, c'est toutes les questions, les balises, la bioéthique qu'on a depuis des années qui tombent, notamment avec le maître mot de la recherche médicale actuelle, c'est la médecine translationnelle. Pour le dire clairement, la médecine translationnelle, c'est les barrières qu'on avait mises entre la recherche et la clinique qui se sont effondrées. Et ça pose évidemment plein de questions parce que les gens malades veulent avoir accès au traitement. On est dans une société qui refuse la souffrance, mais finalement pas vraiment, parce que dans le cadre de la médecine translationnelle, mais aussi dans le cadre de tout ce tourisme médical, la souffrance, dès qu'elle a un sens, c'est-à-dire le sens productif de pouvoir investir dans son capital, devient de plus en plus importante. Évidemment, ça soulève toute une série de questions, et je voudrais terminer là-dessus parce que c'est quelque chose sur lequel, à mon sens, il faut méditer, dans lequel s'inscrit le transhumanisme et qui est assez fondamental. La distance historique qui nous... On le voit d'ailleurs avec les élections allemandes d'hier. La distance historique qui nous éloigne de la Deuxième Guerre mondiale fait en sorte que les règles de la bioéthique qui s'était élaboré à partir du procès de Nuremberg ne correspondent plus aux normes actuelles. C'est-à-dire cette idée d'un capital santé, d'investir sur son corps, de cette volonté de l'individu contemporain dans une logique néolibérale de pouvoir expérimenter sur son corps à volonté, ben c'est le renversement des principes de Nuremberg. Et donc, on est face à l'effondrement des balises éthiques qu'on connaissait, et donc tout reste à repenser. Merci. Merci beaucoup, Céline Lafontaine. Surtout d'avoir précisé, démêler les fils entre bioéconomie, biocitoyenneté, biomédicalisation. Et ce qui nous amène aussi à porter un regard critique sur ce type de logique-là. Et pour ce faire, Jean-Claude Rabet va réfléchir avec nous le fait que les dimensions fondamentales de la condition humaine, soit la fragilité, la vulnérabilité, et même la mortalité, sont considérées par le transhumanisme comme ni plus ni moins que des tares à guérir. Bonjour. Alors, ma tâche à moi, c'est de réfléchir un peu sur cette révolution anthropologique que le transhumanisme essaie d'implanter, d'imposer comme une fatalité. Nous sommes alors qu'on dit que l'idéologie est derrière nous, que nous sommes en face maintenant de la raison et de la technologie tout à fait objective, nous sommes en plein dans l'idéologie. Hein, l'idéologie, au sens d'Arendt, était la logique d'une idée. Hein, et la logique d'une idée qui va à l'extrême et qui entraîne toute la totalité complexe de la vie dans une voie restreinte. Alors on est en face de cette révolution anthropologique, comme le mentionnait Amélie, parce qu'elle touche précisément la condition humaine. Et c'est
et ça se fait de telle manière que on en arrive à considérer cela comme une fatalité. Et tout, justement, et je reviendrai en prenant un cas très précis sur cette promesse d'immortalité comme la cristallisation de cette idéologie, non pas parce qu'elle va être réalisable, cette immortalité, mais parce qu'elle entraîne toute une conception, toute une manière d'être qui est justement, qui la rend possible, imaginable, même si elle ne se réalisera pas. Et l'idéal, donc, dans cette idéologie, cette idée qui déploie ses potentialités, c'est réduit à une conception étriquée de la vie comme étant réduite à ses composés chimico-physiques de la vie. Et tout, la machine, à l'humain, à la plante, à l'univers, tout cela est comme aplati, comme une seule et même chose. Et donc toutes les spécificités du vivant disparaissent par la même, comme à travers ce continuum. Alors, il y a cette logique qui se déploie en vient à coloniser précisément la vie, à la réduire à sa logique technoscientifique. Et le titre, par exemple, de Miguel Benassayag, le titre d'un livre de Miguel Benassayag, un neuropédiatre que j'ai interviewé dans le numéro, le titre de son livre parle très bien de lui-même. Un cerveau augmenté, mais un homme diminué, rapetissé. C'est-à-dire que cette logique-là de vanter la promesse de la puissance, de l'augmentation, c'est l'objectif en quelque sorte, ou le résultat et l'aboutissement de ce déploiement de cette logique, c'est de réduire la vie à une forme restreinte d'expression. Donc une vie rapetissée, sans profondeur, sans intériorité, qui privilégie justement la logique de l'utilitarisme, du fonctionnel, où tout est, où toute appartenance au monde, où toute la question de la culture, toute la question du sens, même de la conscience, on voit dans certains développements de l'idéologie transhumaniste, c'est de considérer la conscience comme anecdotique, quoi. C'est une apparition dans le cadre d'une évolution, mais qui n'a plus son utilité, qui devrait disparaître parce que c'est une fiction, qui a été utile en son temps, mais qui n'a plus raison d'être dans la potentialité technologique. Donc, et ça se déploie justement j'ai parlé de cette idéologie scientiste physicaliste qui réduit la vie à ses composés physico-chimiques, mais on le fait aussi à travers la logique qui est la même forme de réductionnisme de l'ingénieur d'ordinateur. Les organismes vivants, les sciences de la vie, finalement, sont arrivés à se voir avoir dans les organismes vivants des algorithmes, tout simplement, des algorithmes biochimiques. Et donc, et que ça soit l'univers, la nature et les êtres vivants, c'est la même chose. Ce sont des algorithmes, et c'est le flux de données et sa contribution au traitement de données qui détermine la valeur ou non de toute chose. Donc l'idéal est finalement abouti à un idéal inhumain. Un livre d'un prof en littérature qui est cadre adjoint doyen aux étudiants à McGill, Olivier Diens, lui prône justement cet éloge de la condition inhumaine, comme étant le propre de la vie, un vivant qui n'est plus vivant, quoi. Et ce réductionnisme se fait justement à travers, par exemple, l'intelligence artificielle, en concevant l'intelligence comme la capacité de résoudre des problèmes. La capacité de résoudre des problèmes. Ça, c'est l'intelligence.
Et donc tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de l'histoire, du sentiment, de l'émotion, des récits, tout ça c'est des déchets en quelque sorte qui n'ont pas de sens dans le déploiement de l'intelligence. Et le rêve, c'est justement de d'éplucher justement ce surplus inutile pour en arriver justement au déploiement de la seule intelligence en tant que capacité de résoudre les problèmes. Et donc ça, c'est vraiment donc ce réductionnisme utilitariste fonctionnel. J'aime bien la phrase d'un philosophe mathématicien qui dit la clarté que la science répand sur le monde s'apparente moins à un éclat du soleil qu'à un halo de réverbère. C'est cela qui en fait le prix. Et c'est ce prix qu'elle perd quand on prend le réverbère pour le soleil. Donc on est en face justement de cette... parce que la science, dans sa perspective justement réductionniste, a une valeur fondamentale, effectivement, parce qu'elle donne la maîtrise sur les choses, sur la nature. Et ça, faut pas être technophobe, justement, il faut justement reconnaître cela. Mais le problème, c'est dans l'idéologie dominante qui se déploie comme étant le seul savoir, la seule intelligence, le seul intérêt qu'il faut retenir du vivant et de l'humain. Je reviendrai justement, comme je vous disais, à cette promesse d'immortalité, parce qu'il me semble à moi toucher le cœur de l'idéologie transhumaniste. Un des grands théoriciens du transhumaniste disait que le vieillissement et la mort sont des tyrans. Et il faut s'en libérer. Donc cette conception justement du vieillissement et de la mort comme des tyrans, comme une tyrannie, hein, qui nous prive du droit à la vie, hein, du droit à la vie fondamentale, hein, qui serait contre justement à être contre le droit à la vie. Mais il dit, parce que à ce droit à la vie, il n'y a pas de date de péremption. Donc on comprend là, justement dans cette mentalité le réductionnisme marchand de cette perspective-là. Hein, la vie comme justement sans date de péremption, comme une marchandise éternelle qui se déploie dans le temps. Mais alors que justement chez le mot tyran, qui est un mot grec, hein, signifie celui qui s'est affranchi de toute limite. Alors on voit justement que le tyran, qui serait la mort, est dénoncé par une autre forme de tyrannie, hein, qui est celui d'en appeler à l'abolition de toute limite, de toute mesure. Nous sommes dans le renversement d'une logique justement des Lumières qu'il mentionnait, de devenir maître de la nature, mais on devient tellement maître de la nature qu'on devient soi-même un objet dans la maîtrise de cette nature, dans la perte justement de la subjectivité. Parce que la vie, s'attaquer à la mort, oui, au vieillissement, c'est aussi, donc, dans la construction idéologique, s'attaquer à la finitude de l'être humain. Finitude, justement, dans laquelle l'être humain s'est confronté depuis la nuit des temps, pour construire son récit, construire ses relations, construire ses représentations et sa compréhension d'une conscience humanisante qui se déploie dans la nature et dans les relations humaines. Conscience de l'éphémère, du précaire, d'être dépendant des vivants. Conscience que tous sont mortels, mais que cette condition de précarité constitue précisément la condition d'être humain. Or,
on présente cette finitude comme justement quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification, qui est une création fictionnelle et qu'on peut justement s'en déprendre. Finalement, promouvoir l'immortalité, c'est pas tellement avoir peur de la mort ou manifester justement une haine envers la mort plutôt qu'une haine envers la vie, d'après moi. Dans le sens que la mort et la vie sont parties intégrantes. Il n'y a pas de vie sans mort. Hein, le cycle est comme un appel à la vie. Hein. On vit, on meurt, et la vie se déploie. Et continue et grandit. Et sans ce cycle-là vital, organique, on perd quelque chose justement du vivant. Or, dans cette logique justement d'immortalité, l'être humain n'est pas un organisme vivant. Il est selon un modèle d'artefact, c'est-à-dire la somme de ses composantes qu'on peut changer, qu'on peut modeler, qu'on peut remplacer. Mais il n'est pas une totalité comme un organisme vivant, qui n'est pas jamais un organisme vivant, n'est la totalité, n'est la somme de ses composantes. Hein. Avant d'être, elle est une totalité avant d'être des éléments. Ce n'est pas l'addition des éléments qui fait la totalité. Il y a aussi derrière ça le fantasme de l'auto-engendrement. Hein, qui est très proche justement de cet appel à la maîtrise, au contrôle. Hein. L'enfance devient une inutilité, quelque chose, une perte de temps en quelque sorte. Je lisais un transhumaniste français, Laurent Alexandre, qui disait, il disait que l'éducation finalement c'est une perte de temps comparativement à un ordinateur qui apprend en quelques mois en fin de compte et qu'on peut reproduire alors qu'on passe des années à former un ingénieur, etc. Alors qu'on pourrait former un ordinateur et le démultiplier. Donc, toute la compréhension du temps, la compréhension de la vie, finalement, qui se déploie dans le temps, parce que apprendre, c'est pas simplement apprendre un métier, c'est aussi vivre, c'est aussi grandir, c'est aussi se former, c'est aussi approfondir le sens. C'est pas simplement remplir une fonction. Hein. Il y a toute cette dimension-là qui est aplatie, comme dans un mythe de Platon qui comparait justement, qui disait vous considérez le berger comme celui qui va vendre son mouton, mais non, entre le pasteur qui vend son mouton, il y a toute une gamme de relations, toute une gamme de dimensions du vivant et de relations, de rapport à l'autre, de rapport à la vie qui est là effacée si on le réduit à ça. Il y a l'idée donc de la limite aussi qui est évacuée. Hein. Naître et vivre, c'est être situé, c'est être dans un territoire, c'est être en rapport avec son territoire, en rapport avec le lieu. Hein. L'ordinateur, lui, dans cette conception justement, il n'est pas en rapport, même pas avec sa table, mais il est dans une indifférence, en interaction peut-être, mais dans l'indifférence avec son milieu. Il y a aussi l'évacuation de la solidarité, de la compassion, de la gratuité. Il y a dans tout ça une violence symbolique énorme, parce que justement on attaque précisément à ce qui fait l'être humain dans sa dimension constitutive, existentielle, hein, la dimension imaginaire, dans lequel justement l'être humain est né prématuré, et dans cet état de prématuration, hein, déploie toute la dimension symbolique,
imaginaire pour reconstituer, se rapporter au vivant, rapporter au monde. Et c'est ça qui est évacué comme quelque chose qui n'a plus de sens et qu'on doit se réduire maintenant à la simple attention à l'information. Il y a un conte hassidique que j'aimerais vous relater. Un maître hassidique disait à ses disciples: comment puis-je savoir que la nuit se dissipe et que le jour se lève? Alors un élève dit: oh, quand je peux distinguer un chien d'un loup. L'autre dit un arbre un chêne d'un bouleau. Le maître le dit non. Alors tout le monde pense, réfléchit, se creuse la tête, et le maître dit: lorsque vous rencontrez un visage étranger et que vous voyez votre frère ou votre sœur, en vérité, voilà le signe que le jour vient de se lever. Et c'est cette dimension-là de l'altérité de la naissance, qui est évacuée. Dans l'appel à l'immortalité, à l'appel à la bannissement du vieillissement, cet appel parce que la naissance, c'est la reconnaissance que je ne suis pas auto-gendré, mais je suis avant tout reçu, accueilli. Il y a un monde avant moi, un monde qui m'a accueilli, qui me permet d'être dans la relation, dans les émotions, dans l'attention, dans l'amour. Et c'est dans cette dette-là de la naissance que je peux maintenant agir, que je suis appelé à transformer cette dette en don, à redonner moi à mon tour cet accueil que j'ai reçu pour recontinuer la vie et donc sentir que on n'est pas justement des êtres individuels ratatinés, coupés les uns des autres, autosuffisants, qui est la négation même du vivant. Antonio Porcia écrivait, qui est un philosophe argentin, écrivait une parole superbe. Tu croyais que détruire ce qui sépare était unir. Tu as détruit ce qui sépare et tu as tout détruit. Parce que rien n'existe sans ce qui sépare. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Il faudrait parler du capitalisme. Parce que quand je parle, tout ce que j'ai dit, c'est ça, quoi. C'est l'incarnation. Le transhumanisme, c'est la cristallisation des idéaux capitalistes. Un homme, un individu sans attache, avide, à la jouissance débridée, illimitée, tout-puissant, abstrait, inhumain, déraciné, complètement déraciné, qui rend les inégalités naturelles et qui justifie la croissance et le profit à tout prix. Nous sommes dans ce monde, dans le transhumanisme, c'est l'idéologisation de ce courant politique. On est dans l'aboutissement tout un mouvement de société qui aboutit, et c'est ça qui est paradoxal, qui aboutit à des crises de sens écologique, social, politique, économique. Mais grâce à cet fantasme technologique, se donne un souffle, un élan supplémentaire pour aller de l'avant, une fuite en avant, dans cette logique qui conduit à la destruction du vivant. On parlait tout à l'heure de l'OGM, mais nous sommes justement dans l'éloge de l'humain génétiquement modifié. Nous sommes dans la même logique d'appropriation et de destruction du vivant à travers une logique qui rapetisse la dimension humaine et du vivant. Nous sommes donc en face d'un combat idéologique. Il y en a plein qui sont justement des intellectuels organiques. On peut en nommer plusieurs. Et dont un, je pense que Yuval Noah Harari, je pense que c'en était un. Il s'est présenté avec un l'homo sapiens d'une manière
qui a été loué à travers justement un livre qui a été loué par Obama comme étant un livre fondamental à lire, etc. Et là, dans son deuxième tome, l'Homo Deus, on aboutit justement à cet éloge de l'inhumain et de la fusion de l'humain et de la machine comme étant fondamentale. Et dans cette organisation de ces intellectuels organiques, il y en a un aussi qui s'appelle Diance et qui présente, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qui transforme la dystopie, c'est-à-dire que l'utopie négative, comme par exemple dans Orwell, 1984, ou le meilleur des mondes de Huxley, comme étant l'image d'une utopie. C'est-à-dire que le Big Brother, c'est ça qu'il faut viser, c'est ça l'avenir. L'homme génétiquement modifié, voilà l'avenir. Voilà, et c'était ça que les auteurs voulaient nous dire et nous donner à croire. Et quand Kafka parlait de la métamorphose de K en Kangrela, ben voilà, c'était l'expression même de la vie qui se modifie et qui dépasse les frontières du genre, etc. Nous sommes en face justement d'une récupération idéologique de tout un discours pour en aboutir à cette utopie inhumaine qui se présente dans toute sa banalité, dans toute sa candeur. Donc il y a un grand effort de décoloniser cette offensive idéologique, c'est décoloniser l'imaginaire qui est de plus en plus justement reçu comme évident dans nos sociétés. Et surtout faire confiance à la puissance de la vie qui se manifeste dans la fragilité, dans la vulnérabilité, dans la solidarité, dans l'amour et dans l'attention à l'autre. Merci.